Bonjour à tous. Merci d'être présent à cette conférence qui est un rétex des projets de EIT Manufacturing, de ce qu'on pourrait appeler Success Stories. Alors, quelques mots sur EIT Manufacturing, dont je suis le directeur France. Nous sommes à la fois une institution européenne et ce qu'on appelle une KIC, une Knowledge and Innovation Community, donc une communauté d'innovation construite autour de nos membres. Nous avons un statut d'association française à but non lucratif. Nous avons des membres qui sont des industriels, des centres de recherche, des centres universitaires. Et nous avons 3 volets d'action, 3 piliers. Nous appelons ça des piliers. Un pilier où nous appuyons le développement de projets éducatifs, un pilier où nous appuyons des projets innovants, industriels, et donc vous allez avoir un retex de trois très belles histoires, et puis un volet entrepreneuriat où nous épaulons des startups et des PME avec différents services, et avec éventuellement la possibilité d'investir au capital de certaines d'entre elles. Donc, autour de moi, vous avez Brice Brion, qui est à ma gauche, de FIV, Yvan Méasson de EasyBot et Henri Bernard, qui est à ma droite, président d'Adexis. Et sans plus attendre, je cède la parole à Brice, qui va nous parler donc d'une innovation dans le domaine de la robotique. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais peut-être commencer par présenter le groupe FIV qui n'est finalement pas très connu du grand public. FIV, donc groupe français de plus de 200 ans d'histoire, qui compte plus de 8000 collaborateurs en son sein, qui sont répartis dans une centaine de filiales présentes dans 30 pays différents. C'est quasiment 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc les 3 grandes divisions qui constituent ce groupe sont les High Precision Machines, qui consistent à développer, concevoir des machines de précision. Donc on est dans du machine cutting, du tool cutting, du laser system, du grinding par exemple. Une deuxième grande division qui consiste à développer des solutions de transformation de matériaux, donc de grands process. Donc il s'agit de l'industrie du verre, par exemple, du sucre, du ciment, de l'aluminium. Et la troisième grande division, et celle que je représente aujourd'hui, c'est la division automation, qui consiste donc à automatiser les process industriels de nos clients. On est présent dans différents domaines d'activité, l'aéronautique, l'automobile, et l'un des grands secteurs en plein essor sur lesquels on est représenté, c'est le monde de l'intralogistique, qui est aujourd'hui incontournable dans l'industrie. Alors c'est très présent dans l'industrie postale, mais finalement on est également présent dans l'intralogistique, donc c'est-à-dire la manutention des colis par exemple, ou de conteneurs au sein des usines automobiles par exemple, le fashion, le food, le retail, l'e-commerce. Dans cette division, donc je suis moi le responsable de l'innovation de cette division, et on a une filiale qui s'appelle FIV Sileps, qui est basée à Lorient et qui est membre donc, de l'EIT Manufacturing, et on travaille en ce moment sur un projet de stock automatisé, et c'est ce projet-là qu'on a déposé auprès de l'EIT et qui est financé aujourd'hui dans le cadre du dernier appel à projet. Donc ce stock automatisé, ça consiste à manutentionner des conteneurs dans un énorme stock, donc il peut faire plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de profondeur et pareil en largeur. Alors il y a eu plusieurs générations de stocks automatisés qui ont vu le jour. Initialement, c'était plutôt des navettes qui se déplaçaient, ça ressemblait à des chariots élévateurs. Ils se déplacent dans des allées, il y a un grand bras qui monte, qui va chercher un colis, qui le redescend et qui se déplace dans le stock pour amener ça à un opérateur. Et les générations sont succédées jusqu'à arriver à ce que l'on développe nous aujourd'hui, c'est-à-dire des robots autonomes qui se déplacent en 3 dimensions, qui vont circuler dans le stock, ils vont monter dans le stock, ils prennent un colis sur leur dos, ils redescendent et ils vont l'amener à une station de picking par exemple, ou une station opérateur, qui va lui pouvoir avoir à disposition la bonne référence du colis qu'il aura commandé et pouvoir constituer par exemple une commande pour un client final. Donc notre projet, c'est bien ça, c'est donc le stock automatisé qu'on appelle également ASRS, donc qui est l'acronyme anglais. Et donc on a
créé une filiale donc, suite au financement donc, de l'EIT qui s'appelle FIV Excella et qui est vraiment dédiée à cette activité de stock automatisé avec une très forte connotation dans l'e-commerce. Donc c'est la première application que nous allons cibler avec également donc, le omnichannel qui est un des secteurs clés que nous visons. Donc, on a commencé à travailler sur ce projet il y a un peu moins d'un an. Nous avons donc aujourd'hui réalisé un démonstrateur. Ce démonstrateur est constitué d'un robot autonome que nous avons développé à 100%, donc c'est-à-dire la base roulante, tous les systèmes automatisés qui le constituent, le programme automate, toute la mécatronique qui l'environne, mais également le stock en lui-même, c'est-à-dire les étagères et tout l'environnement de gestion de flotte qui est un des plus gros challenges que l'on a aujourd'hui à développer, donc ce qu'on appelle le Warehouse Management System. C'est la manière dont on va construire la stratégie de gestion des véhicules pour avoir la meilleure performance possible sur ce stock automatisé. Les principaux points sur lesquels on travaille, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'avoir une meilleure synchronicité et réduire au maximum les cadences des process amont et aval de ce stock automatisé. Mais c'est également, par exemple, l'éco-conception. Donc, pour faire écho à la conférence précédente, on va beaucoup travailler également sur la manière dont on va pouvoir avoir un impact environnemental le plus faible possible sur tout le cycle de vie du produit. Donc, c'est-à-dire de la phase de fabrication, avec une quantité de matériaux qu'on va utiliser qui va être la plus faible possible, pendant la phase d'utilisation, d'exploitation, avec des consommations d'énergie les plus faibles possibles pendant le déplacement des véhicules. Et si je reviens avec les générations précédentes de stock automatisé, où on avait d'énormes chariots qui se déplaçaient, il faut comprendre que l'énergie que l'on consomme est à peu près proportionnelle ou fonction de la masse du véhicule à déplacer. Là, on a des tout petits robots qui se déplacent, qui consomment très peu d'énergie et qui en plus optimisent leur trajectoire, donc qui ont une consommation globale largement inférieure à ce que l'on pouvait constater sur les stocks automatisés de générations précédentes. Et puis on regarde également la fin de vie, donc la recyclabilité du système. Un des points également que l'on développe et qui est financé également par le IT Manufacturing, c'est la communication entre les véhicules. Donc on a dans cette solution que l'on développe énormément de véhicules qui se déplacent dans ce stock automatisé. Donc on a une densité très importante de véhicules et il faut que tous ces véhicules puissent communiquer entre eux pour pouvoir savoir où sont les véhicules d'à côté, qui a pris telle tâche, donc c'est-à-dire le robot A va aller chercher un produit qui se situe dans l'allée X avec une hauteur Y et puis une profondeur Z. Donc ce véhicule-là va prendre telle mission et il faut savoir que les autres véhicules vont adapter leur mission en fonction de ce qui a été pris par les autres véhicules. Donc il y a toute cette communication à gérer, le flux de véhicules à gérer. Donc ça, c'est l'intelligence du système qui le fait, mais la communication entre chaque véhicule peut être faite notamment grâce à la 5G. On a d'ailleurs déposé un dossier qui est financé par France Relance qui nous permet également d'investir dans ces travaux de recherche. En termes de dimension, je peux également donner quelques ordres de grandeur. On est sur des stocks qui peuvent faire quelques dizaines de milliers de références. On est sur des tailles de stock qui peuvent gérer plusieurs milliers de conteneurs. Donc ça peut être des cartons, ça peut être des colis, ça peut être des caisses qui sont gérées par ce stock automatisé. Et la hauteur du stock, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, on est sur plusieurs mètres. On peut aller jusqu'à une dizaine de mètres de hauteur, ce qui peut nous différencier également d'autres solutions complémentaires ou concurrentes faites par d'autres fournisseurs. Eh bien, merci. Merci. Qu'est-ce que nous avons encore quelques instants des applications vis-à-vis de clients peut-être. Quelques mots. Alors l'essentiel de nos applications sont le e-commerce et les points clés sur lesquels nous on va se focaliser, c'est ce qu'on appelle le piece picking, donc c'est-à-dire le robot va aller chercher une caisse qui contient différents articles. Il l'amène jusqu'à un opérateur qui va prélever dans cette caisse différents articles pour constituer une commande. Et le robot reprend la caisse avec des articles qui restent dedans et va la restocker dans le stock. Ça, c'est une des applications que l'on vise. Une seconde application, c'est ce qu'on appelle le case picking, qui viendra dans un second temps, mais qui, lui, consiste à amener directement un colis à un opérateur et le robot repart vide pour aller chercher un autre colis dans le stock. Il n'y a pas de prélèvement qui est fait. Donc, c'est deux applications vraiment différentes qui s'appliquent à des domaines d'activité également différents. Je crois que ce qui est remarquable, c'est la vitesse que vous visez.
Voilà, hein, donc là, nous, la performance du système, c'est là-dessus qu'on a centré notre développement. Alors, il y a différents points qui peuvent différencier des solutions. Il y a la compacité du stock qui est importante. Il y a la performance en termes de cadence, donc avoir un maximum d'articles qui sortent par minute du système. Donc, nous, on vise quelques milliers d'articles par heure qui sortent du stock automatisé pour donner des ordres de grandeur. Et nous, ce qu'on va viser, c'est effectivement cette cadence qui sera supérieure à celle de nos concurrents, mais également l'optimisation du flux pour que les opérateurs soient toujours alimentés et qu'il n'y ait pas de temps d'attente, de temps d'indisponibilité, parce que les véhicules mettent trop de temps à acheminer des articles. Voilà. Donc ce sont les points les points forts que l'on vise dans notre développement. Eh bien, merci. J'invite la salle à réfléchir à des questions. Je ne vois pas de main se lever. Et donc, bien entendu, on prendra les questions à la fin de l'exposé pour les trois intervenants. Yvan ? Oui, bonjour. D'accord, ok. Oui. Yvan Maesson, qui est le PDG d'EasyBot, qui fait un robot collaboratif dédié au polissage et donc à toutes les applications de traitement de surface. Il va nous expliquer tout ça. Très bien, donc effectivement, EasyBot, c'est une société qui repose sur deux innovations. La première, c'est la remise en question d'un élément qui est très fondamental dans un robot, c'est la remise en question de l'engrenage. On utilise à la place de l'engrenage un système breveté par le CEA de vis à billes et de câbles qui donne au robot une très très grande légèreté. Donc on peut l'attraper, le manipuler, lui montrer un geste, il sera capable de le refaire derrière. Et on peut faire ça avec une très grande facilité. Par ailleurs, il y a beaucoup moins d'inertie. Donc le robot, lorsqu'il se déplace, est beaucoup moins dangereux que tous ses concurrents. Aujourd'hui, on est effectivement sur le ponçage. Et on a choisi d'adresser le marché avec une autre innovation, c'est-à-dire que on a choisi de ne pas vendre le robot prêt à l'intégration, comme la plupart, même tous les fabricants le font aujourd'hui, d'Universal, Omron, etc. On a choisi de vendre une application prête à l'emploi. Donc on s'est focalisé sur le ponçage et on a choisi de spécialiser notre machine au ponçage avec comme cible d'utilisateurs le carrossier de SNCF, Airbus, Safran, Dassault, etc. Donc une personne qui n'a a priori aucune connaissance en robotique et donc aujourd'hui il peut manipuler et mettre en œuvre ce robot grâce à deux boutons. Donc voilà ce que l'on fait aujourd'hui au sein d'EasyBot. On est vraiment, si vous devez tracer un axe finalement entre l'automatisation complète de la machine spéciale jusqu'à l'exosquelette où il n'y a pas de temps masqué réellement pour l'opérateur, on est vraiment un peu au milieu dans cette zone grise de la robotique collaborative interactive où la présence de l'opérateur est quand même nécessaire et pour lequel le robot n'est plus que le faire-valoir de ce savoir-faire. Voilà. Parfait. Quelques applications, peut-on les citer chez des clients déjà ? Oui, bien sûr. Donc, essentiellement, aujourd'hui, on est surtout présent en France, un peu en Allemagne. On n'a fait que du ponçage jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a des applications sous le ventre des Airbus, par exemple, où le principe, c'est de poncer sous l'Airbus avant la mise en peinture. C'est un travail extrêmement pénible. Vous avez les bras au-dessus du cœur, donc il y a un gain de productivité et de santé aussi qui est vraiment très important. On a 9 machines à la SNCF qui tournent, essentiellement pour avant peinture. Également chez Dassault, Safran, sur des pièces détachées. En MRO, beaucoup. Maintenant, c'est un Repair Operation, plus que sur du neuf. Et aujourd'hui, ce que l'on a fait donc, au travers de la collaboration avec l'EIT, c'est le développement de nouvelles applications comme le meulage. On a un projet qui se poursuit sur le meulage, toujours sur le même principe. Et aujourd'hui, cette machine, ce principe précisément, est en train de tourner chez Naval Group et chez un de nos clients aussi, GCC, en location, avec une première vente de ce produit-là, de ce nouvel usage à l'horizon 2023. D'accord. Combien de temps pour avoir développé ? Est-ce que tu peux développer la partie faite en collaboration avec EIT Manufacturing ?
Oui, bien sûr. Donc, je vais juste refaire un rapide historique. On a été créé en 2017, fin 2016, début 2017. Première année 2017, on a pris les premières commandes, on a livré en 2018, on a fait le développement commercial en 2019 et on était à l'équilibre en 2019. Et donc là, le choix a été fait de faire une deuxième levée de fonds, qui elle devait financer l'effort commercial. En 2020, c'est passé ce que vous savez. Donc on a réorienté complètement ces moyens sur du développement des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'on a retiré la ponceuse et on s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine complémentaire? Et c'est là où on a monté des projets avec le IT Manufacturing en 2020 pour découvrir un petit peu et comprendre le besoin de cette communauté d'utilisateurs potentiels. Et donc, pour répondre à cette question, c'est difficile d'isoler toujours le spécifique du développement générique, mais pour développer un nouvel usage, il faut entre 12 et 18 mois. Et une des grosses difficultés devant laquelle on est, c'est qu'en fait, on fait un produit, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne fait pas un robot prêt à être intégré, on fait vraiment une ponceuse un peu automatisée, en fait. Donc, un produit prêt à l'emploi. Et donc ça, ce qui a été vraiment intéressant au travers de la communauté, en rejoignant la communauté de l'UT Manufacturing, c'est d'avoir accès aux besoins et de pouvoir factoriser des besoins d'horizons différents et de pouvoir ensuite en faire une spécification réellement précise avec des données marché, des coûts acceptables, etc. par le marché, des volumes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu trouver dans le IT dès 2020. Et aujourd'hui, on poursuit avec le contrôle non destructif, un nouveau projet, Flexi NDT, qui est en cours et qui devrait, à mon avis, déboucher sur une première industrialisation courant 2023 également. D'accord. Il y a également des travaux qui sont prévus avec des constructeurs de robots, n'est-ce pas? Peut-être que tu peux en dire un mot. Alors, ce n'est pas des travaux. Aujourd'hui, on est approché par des constructeurs de robots, des plus gros, là, pour justement participer à une levée de fonds que je relance cette année pour reprendre en fait le cheminement qu'on a dû interrompre en 2020 et financer notre effort de déploiement à l'international. Donc aujourd'hui, ce gros roboticien est très intéressé. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, ni son nom, ni le moment où il viendra nous voir, et ni pourquoi, parce que j'en sais pas beaucoup plus que vous. Enfin, en fait, il arrivera, j'en saurai un peu plus début octobre. En tout cas, voilà, on est dans une dynamique de relever des fonds pour repartir à l'internationalisation et continuer à développer les nouveaux usages également. C'est les deux leviers de croissance de notre entreprise aujourd'hui. Peut-être un mot aussi du passage entre l'état de chercheur où tu étais et le développement d'une entreprise, puisque tu es maintenant un entrepreneur, un CEO d'une société. Et peut-être la learning experience, tu peux témoigner de ton ancien employeur qui est le CEA. Ouais, donc pour la faire très courte, on a choisi de travailler sur le développement d'une entreprise pour valoriser cette technologie qui dormait, entre guillemets, elle était vivante, mais elle était surtout ciblée sur les applications nucléaires parce que les roboticiens classiques ne s'y intéressaient pas vraiment. Normalement, le CEA, lorsqu'il développe une technologie posée au brevet, cherche à la valoriser au travers de licences vers des industriels existants. On ne va pas s'amuser à créer des startups toutes les semaines. Donc, devant l'échec de ce transfert-là, et parce que moi j'étais business développeur à l'époque, on a choisi avec le chef de labo de créer une boîte, créer une startup. Et là, l'accompagnement CEA a été vraiment très très intéressant pour nous parce que pendant 2 ans, j'ai pu faire un essaimage au sein du CEA. Comme j'étais business développeur, j'orientais forcément un petit peu mes ventes vers des sujets qui m'intéressaient. Ça paraissait un peu logique. Et ce win-win nous a permis de créer l'entreprise au bout de 2 ans finalement. Et avec donc une prise de capital sur des parts fondateurs de la part du CEA, en contrepartie de ces 2 ans où j'avais accès aux moyens du laboratoire. Et finalement, en titre personnel, ça a été une expérience assez dans la continuité parce que c'était un continuum réellement. J'étais chercheur, puis chef de labo, puis BizDev, donc je vendais de la R&D. Pour finalement gérer une entreprise, c'était assez, comment dire, vu d'ici maintenant, ça paraît assez logique comme cheminement. Par contre, l'expérience acquise sur les dernières années
je ne voudrais pas dissuader qui que ce soit de créer une start-up, mais on n'imagine pas au début la quantité de choses qu'on peut avoir à apprendre et à faire, surtout dans les 2 premières années. Il vaut mieux ne pas en avoir conscience, donc j'en dirai pas beaucoup plus. C'est un peu comme un accouchement, ouais, il faut pas tout dire, quoi. D'accord. Les aspects de propriété intellectuelle, comment ont-ils été gérés, transmis ? Alors, le CEA a une doctrine qui est de conserver la propriété intellectuelle en interne et de laisser ensuite l'accès par champ d'implication et zone géographique éventuellement à des licenciés. Donc, globalement, la propriété intellectuelle, de toute façon, reste au CEA. Le savoir-faire, ayant passé 16 ans au CEA, j'en avais quand même une bonne partie. Je suis parti avec un associé également du CEA qui, lui, était très complémentaire, puisque moi, je suis plutôt mécanicien, il est plutôt spécialiste du logiciel. Finalement, le savoir-faire est parti, entre guillemets, pour partie avec nous. Mais voilà, le schéma standard de valorisation de l'API du CEA, c'est celui-ci. C'est du morcellement, ce qui permet d'être relativement à l'aise sur ce que l'on souhaite faire de la technologie. On sait qu'on est garanti. Ça a aussi un effet de rassurer énormément les investisseurs, parce qu'en cas de contrefaçon, c'est le CEA qui est derrière nous. Ce n'est pas la start-up qui doit monter au créneau pour faire un procès aux États-Unis, un autre au Japon, etc. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et in fine, l'autre avantage que ça a, alors je suis désolé, j'ai tendance à souvent reprendre ma casquette CEA, c'est ancré maintenant, mais ça permet aussi de mutualiser les efforts de R&D. Typiquement, sur la technologie que je viens de citer, on factorise les besoins du nucléaire, on factorise les besoins des applications médicales, de robotique médicale, et les applications de robotique industrielle. Et finalement, il y a toujours une masse critique dans le laboratoire qui travaille sur nos sujets par ce biais-là. Donc ça reste vraiment une excellente façon de valoriser la recherche française au CEA. L'INRIA a également un mode de valorisation de pays qui est très proche. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu comme la démocratie, c'est pas le meilleur système, c'est le pire des systèmes, mais on n'en connaît pas vraiment de meilleur. Hein. En tout cas, de mon expérience, j'ai pas vu de système qui soit plus efficace que celui-ci à ce jour. D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Yvan. Je vais me tourner maintenant vers Addaxis, Henri Bernard. Donc, Henri, peux-tu nous raconter la genèse de ton projet, le rôle de IT Manufacturing dans ce développement ? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Henri Bernard, je suis le président de Addaxis. Donc, pour nous, l'aventure, elle commence entre 2013 et 2015, quand on commence à être ingé de recherche sur des plateformes. Donc, pour la partie française, c'était à Bayonne, une plateforme qui s'appelle Compositadour. Et on est issu d'un projet européen, donc on a également travaillé avec des Allemands et des Suédois. Et en fait, c'est lors d'un match event organisé par l'EIT qu'on a eu l'occasion de se retrouver entre chercheurs. Il y a plein d'occasions de se retrouver entre chercheurs, mais cet événement-là était assez intéressant. La question elle était très ouverte, c'était comment imaginer le monde manufacturier de demain, quels sont les outils dont on pourrait avoir besoin et quels sont aujourd'hui les gros blocages. C'était en 2019, c'était à Bilbao. Ça nous a permis de nous rencontrer entre fondateurs de Addaxis. Donc, on est 4 cofondateurs, 2 Français et 2 Suédois. Et donc, la première chose qu'on a faite avant tout, c'était de montrer que notre idée était valable en faisant un prototype. Donc, l'idée, elle est simple. En fait, c'est une idée de développer un logiciel qui permet de piloter n'importe quel robot pour n'importe quel procédé de dépôt de matière. Donc, il y a bien évidemment l'impression 3D. Il y a également tous les procédés derrière de dépôt de colle, de dépôt de glu, de tout ce qu'on peut retrouver dans l'industrie. Et on trouvait ça assez particulier parce qu'au cours de toutes nos recherches, on avait des réussites industrielles. Moi, j'avais beaucoup bossé pour l'aéronautique notamment et le spatial, un petit peu la défense, sur du coup l'impression 3D de pièces pour Safran, pour Ariane Group, pour Dassault Aviation, etc. On avait des bons résultats. Les machines existaient et c'était pas intégré, en fait, c'était pas transféré dans les industries. Et un des points de blocage,
parmi d'autres, était le logiciel. Donc l'idée était de se dire, on va essayer de faire un logiciel plus simple, plus performant, plus accessible pour tout le monde. Donc on a commencé en 2019 avec donc des Suédois qui, eux, étaient non pas sur la partie métallique comme nous on l'était, mais sur la partie polymère. Et on l'a fait également avec des Allemands qui étaient, eux, sur un secteur d'industrie un petit peu plus particulier que le nôtre, qui était l'automobile. Et en 2020, en fait, on a eu des bons retours du projet. Des très bons retours du projet, même des industriels qui étaient très contents. On retrouvait Safran, on retrouvait Volkswagen, on retrouvait aussi d'autres petites PME et des ETI qui utilisaient nos logiciels. Et donc on s'est dit, autant y aller. C'est le moment, on va y aller. On pense que le produit est bon, on pense que le marché est prêt. Et ce qu'on a fait en fait en parallèle du développement du prototype était de mener une étude technico-économique, on va dire, enfin clairement de monter un business plan et de voir un petit peu ce que ça pouvait rendre sur le marché européen, en quoi ça s'inscrivait dans les dynamiques européennes, en quoi l'EIT Manufacturing pouvait nous aider. Et donc on a décidé de monter Adaxis en 2021, donc à 4, avec une participation de l'EIT Manufacturing sur la partie transfert de propriété intellectuelle, mais pas que. On parle souvent de l'API, mais comme expliquait Yvan tout à l'heure, d'un jet de recherche à entrepreneur, il y a des différences. Il y a des trucs qui s'appellent la comptabilité, le juridique, tout ça, qu'on ne connaît pas vraiment. L'EIT Manufacturing, notamment, permet, aide, facilite toutes ces transitions, toutes ces formations, pour très concrètement nous donner les clés. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est dans l'aventure. On a plus de 20 clients, on livre aux États-Unis, on livre au Canada, on livre au Brésil, on livre dans toute l'Europe. On a la chance d'avoir des applications en Inde, en Asie. On est accompagné concrètement par l'EIT. En fait, nous, concrètement, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on essaye de faciliter l'usage de procédés plus complexes aux industriels pour les rendre plus compétitifs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes une industrie manufacturière. Vous souhaitez produire de manière peut-être plus pérenne par rapport à des enjeux environnementaux, mais également plus performantes, avec potentiellement des procédés qui vous permettent de faire des pièces plus avancées. C'est ce qu'on souhaite faire à travers Adaxis, c'est notre logiciel qui s'appelle Adawan. Et donc il y a énormément de facettes à couvrir. Il y a toute la partie jumeau numérique, on pourra rentrer dans les détails si vous avez des questions, mais il y a évidemment tout un enjeu technique, mais également tout un enjeu de formation et de sensibilisation. On fait des efforts très importants sur toute l'ergonomie. On en a entendu un petit peu parler tout à l'heure, mais l'appropriation de la technologie est un des enjeux phares en fait, pour permettre à l'industrie de se réinventer. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir dans nos utilisateurs des architectes, des designers, mais également des soudeurs, des opérateurs, des logisticiens, et de pouvoir proposer à tout le monde des nouvelles technologies pour essayer de casser un petit peu l'organisation en silo qu'on trouve dans les industries manufacturières et permettre à tout le monde d'avoir une vision un peu plus claire sur la production et sur ce que ça permet de faire. C'est ce qu'on essaye de faire dans Adawan. Donc, on est une petite dizaine de personnes, principalement des développeurs. On n'a pas encore fait l'étape de démarchage commercial. On a une chance d'aujourd'hui d'avoir un retour sur le marché qui est assez intéressant. Et donc, très concrètement, le logiciel aujourd'hui permet de pouvoir couvrir la totalité des marques de robots industriels qu'on voit sur le marché avec les différentes architectures. Des robots qui sont mis dans toutes les positions possibles. Et également tous les procédés. Donc, on imprime très bien du béton, on imprime très bien du polymère, on imprime très bien du métal maintenant. L'intérêt, c'est de pouvoir le faire de manière plus stable, plus robuste, et surtout de donner aux industriels les clés de pouvoir y arriver, sans passer par des années de formation, le recrutement de 45 PhD et la modification de fond en comble de la ligne de prod. Le but de l'industrie, en tous les cas, et de ce que nous, on peut essayer de témoigner, c'est de proposer des outils qui viennent faciliter, qui viennent être implémentables facilement et qui viennent être utilisables par tous. Et derrière, de pouvoir, on l'espère en tous les cas, contribuer autant que possible à une industrie qui est un peu plus pérenne en mettant en avant des systèmes de production qui sont un peu plus distribués, avec des possibilités d'exploiter des matériaux qui sont recyclés ou biosourcés, de pouvoir mettre autant que possible en avant des méthodes de réparation. Ça fait partie, je pense, comme beaucoup autour de la table, des grands enjeux auxquels aujourd'hui les industriels nous demandent de répondre. Et tout ça à travers une interface la plus simple possible,
un logiciel le plus robuste et d'essayer d'être le plus agnostique, c'est-à-dire le plus compatible avec la technologie pour travailler autant avec les vieux robots qu'avec les nouveaux, avec les technologies qui coûtent 3 euros comme les technologies qui dépassent les 500 000 euros. C'est en essayant de proposer des outils qui soient le plus compatibles qu'on espère en tous les cas pouvoir contribuer à une industrie qui se transforme et qui permet de pouvoir répondre aux enjeux de logistique, qui permet de répondre aux enjeux de souveraineté, qui permet de pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. Excellent. Quel a été comment EIT Manufacturing a permis de participer ou d'avoir un rôle moteur dans ces développements, qui sont des développements logiciels en ce qui concerne? Une réponse franche, c'est qu'elle ne nous a pas fait de cadeau et c'est un petit peu ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle a essayé, on travaille depuis plus de 3 ans maintenant avec l'EIT Manufacturing et à chaque étape elle a été plus que rigoureuse, elle nous a mis en face des experts plus que pointus, elle nous a ouvert des portes et des opportunités qui étaient très intéressantes. Donc pour répondre très concrètement, en fait, lorsque on a vu les résultats du projet collaboratif, lorsqu'on a senti entre nous la volonté de continuer, de monter une entreprise entre guillemets européenne, l'EIT Manufacturing nous a dit ok, très bien, maintenant on va être très clair, voilà le planning, voilà les enjeux, voilà les jalons, voilà tout ce que vous allez devoir nous prouver pour qu'on puisse vous suivre dans l'aventure. Et c'est difficile de résumer ce que fait l'EIT Manufacturing parce qu'à l'intérieur de l'EIT il y a tellement de mondes différents, il y a tellement de personnes aux compétences diverses que on a pu rencontrer des experts qui nous ont fait bien évidemment des analyses techniques et des analyses commerciales très poussées, mais on a aussi rencontré des anciens entrepreneurs qui nous permettaient de mieux comprendre les enjeux de chaque pays et des enjeux de chaque secteur d'industrie. Donc très concrètement, ça nous a permis de structurer, ça nous a permis de pouvoir répondre à des questions qu'on ne s'était pas posées, qu'on n'imaginait pas forcément se poser, qu'on ne voulait pas forcément se poser, mais ce sont des questions qui sont fondamentales à se poser si on veut vraiment proposer quelque chose qui tient la route et quelque chose qui soit en capacité de pouvoir résister à différentes aventures auxquelles on peut être traversé. Et donc c'est un travail quotidien, on travaille peut-être pas toutes les semaines avec l'EIT, mais au moins tous les mois, on a des rendez-vous qui permettent de suivre. On peut se fixer des KPI, donc des Key Process Indicators. Mais on peut aussi leur dire, non, en fait, là, laissez-nous tranquilles sur les 6 prochains mois. On est sur ce mode de développement. Voilà les KPI, on n'aura pas d'évolution avant 6 mois, donc ça ne sert à rien de se parler. Et ils sont vraiment plus que compréhensifs. Et ils essayent juste de pouvoir pas arriver on top of the pop, mais tout simplement être en capacité de dire à partir du moment où vous êtes en phase de croissance et vous avez besoin d'avoir un suivi très régulier sur des négociations ou un suivi très régulier sur le lancement de votre commercialisation en avant, ou là on est sur un état de fait, donc on va voir si ça marche, on vous laisse 6 mois pour continuer à développer ou pour voir un petit peu les retours d'expérience. Je pense que ça fait partie des personnes qu'on a autour de la table dans notre board qui ont une vision européenne qui est intéressante et qui sont techniquement assez bons pour suivre les jalons d'une start-up. Oui, très, très intéressant. Peut-être quelques exemples, si tu peux détailler un peu plus ce que tu fais, puisque tu interviens quand même dans des matériaux qui sont soit métalliques, soit polymères, soit même des matériaux de construction. Est-ce que tu peux citer quelques exemples de réalisation Oui, bien sûr. C'est très très varié en fait. On imprime des bateaux comme des tuyaux de fusée, on imprime des pales d'éoliennes comme des mobiliers design, on imprime des prototypes pour les voitures, des pare-chocs. On imprime aussi toutes sortes de choses en lien avec l'outillage. Il faut imaginer que, où qu'on regarde dans cette pièce, tout a été fait par l'homme. La quasi-totalité du temps, ça a été fait par des machines, donc on a besoin de programmer ces machines. Donc on a besoin de logiciels pour programmer ces machines. Et la quasi-totalité du temps, on a des pièces qui sont un petit peu complexes et donc qui ont besoin de différents matériaux. L'impression 3D aujourd'hui, elle permet de faire ça et donc on ne souhaite pas imprimer le monde de demain. En tous les cas, c'est pas notre vision, c'est pas notre compréhension de ce procédé-là. Ce qu'on imagine un peu plus, c'est de proposer un nouveau procédé flexible qui permet de répondre à la demande, qui permet d'être imprimé localement.
Un des exemples, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, l'impression du bateau. On a pu le faire dans le port de Göteborg en Suède. Donc en fait, on propose aux industriels d'éviter de produire 20 000 bateaux dans une immense usine sur un point unique de la planète, et de leur dire on peut peut-être essayer de distribuer ça en utilisant un petit peu moins de matériaux, même beaucoup moins de matériaux. On a utilisé 85% moins de matériaux, avec des résistances mécaniques beaucoup plus intéressantes, parce que si on rentre un petit peu dans la technique, l'impression 3D robotisée permet de déposer dans toutes les directions. Donc on évite d'imprimer comme ça, on imprime dans tous les sens, et donc on peut essayer de répartir de manière plus homogène la matière, et par de ça d'avoir des résultats mécaniques plus intéressants, parce qu'on va pouvoir l'épanouir dans de meilleures conditions. Donc le bateau fait partie des exemples qui sont assez visibles, on va dire. Dans le New Space, dans l'aérospatial, on travaille beaucoup dans ce domaine-là pour imprimer toutes sortes de réservoirs. Un réservoir, c'est un peu plus compliqué qu'une cuve. Il y a certains trucs à l'intérieur qui permettent de rigidifier la structure, qui sont particulièrement adaptés à l'impression 3D. On a également du mobilier design et du mobilier urbain. Au Brésil, par exemple, à Rio de Janeiro, si vous vous baladez, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais visiblement il y a du mobilier urbain qui est imprimé en partie grâce au logiciel Dadawan, c'est-à-dire que notre logiciel permet de réaliser des designs et des pièces qu'on ne peut pas faire différemment, et permet d'éviter toutes les problématiques de matériaux qui permettent de supporter. Donc on peut faire des choses qui sont d'un point de vue de design assez chouettes. On a d'autres exemples dans tout ce milieu-là. Et il y a un dernier milieu qui nous semble aussi hyper intéressant, c'est le milieu du médical. Alors vous l'aurez compris, on est un peu plus dans la grande dimension, mais dans le monde du médical, sur tout ce qui va être en lien avec les prothèses, sur tout ce qui va être en lien avec l'adaptation par rapport au corps humain. Par définition, l'impression 3D, c'est pas plus cher quand c'est plus compliqué, c'est pas plus cher quand c'est unique. Il y a des tonnes de solutions qui permettent en plus de pouvoir organiser tout ça, qui fait que de pouvoir imprimer des prothèses à partir de scans du corps humain, etc., ça permet à chacun d'avoir une solution unique et pour autant d'avoir un coût extrêmement réduit. Donc il y a vraiment une grande versatilité dans les applications, et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir proposer ça au grand public, pas pour leur dire à partir de demain vous transformez votre usine en imprimante 3D. C'est à partir de demain on peut réfléchir ensemble sur quelles sont les étapes intéressantes où vous allez pouvoir gagner du temps, où vous allez pouvoir réduire vos temps de cycle grâce à l'impression 3D. On a des exemples dans l'aéronautique où on est capable de passer de 18 mois à 3 semaines sur des impressions de pièces qui ont les mêmes caractéristiques. Ça prend du temps, ce sont des chaînes qui prennent du temps, qui doivent être fiabilisées, qui doivent être certifiées, etc. Donc aujourd'hui, on a sur tous les clients qu'on a, sur un peu plus de la vingtaine de clients qu'on a, on reste dans le service innovation, parce que pour le moment, il y a encore un gap important avec la prod. Et ça fait partie des efforts qu'on mène sur fiabiliser aussi le BE et de leur dire, si ça on le fait de cette manière-là en fabrication additive, ça peut être intéressant, ça peut être peut-être moins cher. Ça fait partie des questions qu'on essaye ou en tous les cas on contribue à la réponse. Eh bien, merci. Alors on va prendre des questions autour de ça maintenant auprès de la salle. Mais peut-être pour lancer, vas-y Jordi, je t'en prie. Oui, bonjour. Jordi Saniger, c'est un de Supélec. J'ai passé 17 ans chez Airbus, où j'étais à la direction générale technique et d'innovation. Et également, j'avais conseillé au cabinet ministre de l'économie sur le plan d'IA. Question un peu transverse. Il y a exactement un an, j'étais avec Joël à Lyon, parce qu'il y avait le forum Global Industry, et puis il y avait M. Castex, à l'époque Premier ministre, qui nous a parlé un petit peu de France Relance, France 2030, etc. On parle beaucoup aujourd'hui de la France qui s'est désindustrialisée, qui devrait se réindustrialiser. Donc c'est une question pas piège, mais un peu avoir votre avis. Ça fait déjà très plaisir donc de voir ces actions, ces réussites avec l'OIT européenne. Dans vos développements, qui sont assez divers, mais on voit quelques technologies transverses, est-ce que vous devez faire appel à beaucoup des technologies qui viennent des États-Unis, de la Chine, d'ailleurs? Je ne dirais pas avoir des pourcentages, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème en termes de sourcing. Je pose la question parce que dans des groupes de travail, on avait été, il y avait eu un constat, c'est-à-dire il y avait des financements pour moderniser l'outillage. C'est un sujet très fort pour FIV, je pense. L'outillage de beaucoup de PME et d'autres industries, avec le triste constat en fait, qui venait surtout d'Italie, de Chine, d'Allemagne, d'autres pays. Enfin bon, l'Allemagne, ça reste en Europe, donc il faut plutôt
et l'Italie également. Mais voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez on manque un peu de composants et qu'on doit un peu trop importer, on est un peu trop dépendant, ou vous pensez qu'il y a une émergence pour un petit peu, le mot c'est pas réindustrialiser, mais c'est plutôt voilà, avoir des technologies de base satisfaisantes, etc., qui ne vous demandent pas dans les domaines de la robotique, où en fait on a été un petit peu un détriment. Moi, j'ai fait ma thèse au Japon il y a très longtemps, j'étais beaucoup en robotique. On va voir votre point de vue. Merci beaucoup. Oui, alors, effectivement, c'est une très bonne question. En France, j'ai le sentiment qu'on se réindustrialise. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'investissements qui vont dans ce sens-là. Néanmoins, il y a encore beaucoup de secteurs d'activité qui sont à la peine. Je pense notamment à des points clés, en tout cas pour FIV, c'est les semi-conducteurs. Et on n'a pas en France, et peut-être pas encore suffisamment en Europe, d'industries qui permettent de fournir ce type de composants. Donc là, c'est un des points sur lesquels on n'a pas le choix, c'est de se fournir à l'étranger, notamment en Asie. Et nous, c'est un des composants clés pour nos applications. Alors FIV, j'en ai parlé tout à l'heure, on est intégrateur, on robotise, on automatise les process de nos clients et on est obligé d'intégrer ce type de composants et qu'on fait venir de l'étranger. Maintenant, il y a encore énormément de choses qu'on peut faire en France. Alors, on a un tissu industriel de fabricants, de producteurs sur lequel on s'appuie pour produire les pièces qui constituent nos solutions. Donc ça, ouais, effectivement, on arrive quand même à faire des choses en France et j'ai le sentiment que ça va ne faire que de s'amplifier compte tenu des enjeux de souveraineté qui ont été évoqués tout à l'heure par Henri. Voilà, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique, il faut qu'on s'appuie sur ces problématiques-là pour développer en France et également sur la souveraineté énergétique, puisque faire venir des composants de l'étranger, ça a aussi un impact carbone, un impact environnemental qui est assez fort. Et je pense que ça va être de plus en plus taxé. On n'y est pas encore, mais ça va venir. Et ça va encourager ou aller dans le sens où il faut faire des choses le plus proche possible et aller dans le sens de la sobriété énergétique. Ouais, je rebondis. Ouais. Effectivement, on le ressent aussi. Chez EasyBo, on a pris le parti de sourcer 90% de nos composants en France. Et le reste, c'est des composants, j'allais dire malheureusement, mais effectivement, qui viennent d'Asie pour beaucoup. Parmi les sous-ensembles qu'on achète, effectivement, il y a des semi-conducteurs qu'on ne trouve plus, il y a des grandes sociétés allemandes, par exemple, qui font, comme Beckhoff, qui ont des délais aujourd'hui qui sont incroyables. Ils vous disent il faudra 1 an pour avoir un module d'acquisition classique de codeur de robot, par exemple. Il vous faut 1 an. Là, il y a 2 ans, avant le Covid, c'était 5-6 semaines, même pas. Et donc aujourd'hui, nous, on est tributaire indirectement de cet approvisionnement sur les semi-conducteurs. Et on le ressent vraiment. Pour tout le reste, il y a une inflation énorme, donc ça devient vraiment intensif de refaire nos stocks. Mais bon, en prenant le parti quand même et c'est pas forcément moins cher, hein, en tout cas en termes de coût, in fine, l'achat est peut-être un peu plus élevé, mais si vous ajoutez les non-qualités, les délais, etc., enfin bon, la difficulté de faire un suivi aussi précis de ce que l'on souhaite obtenir et la réponse ensuite en cas de problème de qualité, problème de performance. In fine, on s'y retrouve très largement en achetant sur le territoire européen et donc c'est encore plus facile en français, effectivement. En tout cas, c'est le parti qu'on a pris. Mais là, on est devant de vraies difficultés liées aux semi-conducteurs. Je pense que notre prochain batch de robots va être compliqué à sourcer, vraiment compliqué. Heureusement, on est sur des petites échelles. Donc on arrive toujours à passer par des brokers, on arrive toujours à se débrouiller, mais voilà, ça va être complexe. On travaille forcément directement avec des producteurs de machines, et par-delà surtout des producteurs de robots. On en a en France, Stobi est français. On en a en Europe, on en a dans le monde entier. On a un Fanuc japonais, on a un Kuka allemand maintenant, on a un ABB qui reste principalement suédois. Aujourd'hui, à proprement parler, il y a 2 questions qu'il faut se poser, c'est comment les machines sont produites et comment les matériaux sont approvisionnés. Sur tous les matériaux disponibles, ça devient quasiment impossible de se fournir en Europe la plupart du temps. Donc on reste quand même sur une fourniture asiatique sur l'ensemble des matériaux. Ce qui pose fondamentalement problème,
pour beaucoup de questions. Et là où on a la chance de pouvoir travailler un petit peu aux États-Unis, loin de là l'idée de faire de l'apologie américaine, mais ils ont quand même ramené, quand ils ont repensé la réindustrialisation, ils ont ramené l'ensemble des chaînes de valeur avec la production aussi de matériaux et de matières premières. Aujourd'hui, à proprement parler, nous on fait du logiciel. Trouver un ordinateur français, c'est impossible. Trouver un cloud français compétitif, c'est impossible. Être en capacité d'avoir une architecture numérique française ou européenne, c'est compliqué. Ou en tous les cas d'entreprises européennes. Donc on est tributaire de ça, on en est conscient, mais c'est pas la question à laquelle on a essayé de répondre jusqu'alors. Très bien. Pour une dernière question. Allons-y, allons-y. Merci. Je voulais savoir un peu plus de EIT Manufacturing. Pour savoir, je sais qu'il y a des suivis, accompagnement, mais il y a aussi peut-être un peu de formation. Je ne sais pas si vous avez pu bénéficier de ces types de formations et si vos salariés sont concernés. Alors, EIT Manufacturing, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons trois piliers d'action. On a un volet projet éducatif qui peut être porté par des industriels ou par des centres de recherche ou surtout des centres universitaires. Par exemple, on a aujourd'hui un projet de formation qui a été labellisé qui comprend les arts et métiers ParisTech et ADOP, filiale commune de FIV et de Michelin. Juste un exemple, mais nous avons de très nombreux projets. Nous avons des projets innovants, c'est comme les 3 success stories que l'on vient d'avoir. Et puis, nous portons encore une fois, je l'ai dit, des projets entrepreneuriaux développés par des startups et des PME. Nous avons un programme spécial pour développer un programme entrepreneur, si on peut dire, qui s'appelle Business Creation dans notre jargon. Moi, je voudrais très rapidement poser une dernière question à nos 3 invités. Comment vous voyez-vous, alors rapide, hein, chacun essayer de faire en 1 ou 2 minutes, comment voyez-vous dans 10 ans? Vous êtes parti avec EIT Manufacturing. Comment vous voyez-vous travailler avec EIT Manufacturing? Expliquez ça à notre audience. Brice. Alors très rapidement, je vois l'organisation qui s'impatiente parce qu'on dépasse peut-être le timing. Ce qu'on envisage, nous, c'est de mettre un produit sur le marché l'année prochaine. L'EIT Manufacturing, j'espère qu'on pourra continuer de s'appuyer sur cette organisation pour financer notre R&D, puisque l'industrie, c'est très capitalistique, hein, comme vous le savez, probablement davantage que dans le monde du logiciel. Et donc, on a besoin d'accompagnement R&D pour financer ces nouveaux produits, ces nouveaux développements et être toujours à la pointe de la technologie. Notre credo chez FIV, c'est faire aimer l'industrie. Et on a d'ailleurs un président qui s'y attelle fortement. Et donc, voilà, nous, principalement, on souhaite avoir le soutien de l'EIT pour ce type d'investissement. Donc, du côté Easybo, on l'a compris, un des piliers, des leviers de croissance repose sur la diversification des usages de notre Kobo. C'est vraiment ce type de communauté qui va pouvoir nous amener, je pense, des nouveaux cas d'utilisation, le financement effectivement pour faire les premiers prototypes. Et comme je le disais tout à l'heure, mais j'insiste un peu dessus, le coût d'acquisition d'un besoin industriel transverse, c'est énorme. Et le temps qu'on peut gagner à factoriser les besoins de pas mal d'industriels différents au travers de cette communauté, c'est largement supérieur au financement de l'innovation qu'on peut en plus en attendre. Merci Henri. 10 ans, c'est long. Continuer à être en relation directe avec l'EIT pour garder cette prise direct avec les industries européennes, de savoir un petit peu vers où on se dirige. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision et des jalons à atteindre. Et donc le travail avec l'EIT Manufacturing, de le prolonger sur encore mieux définir les attentes des industriels et encore mieux échanger ensemble pour proposer des solutions qui sont
qui seront en adéquation autant avec les besoins qu'avec les défis techniques. Eh bien, merci à vous trois pour ce témoignage. Je terminerai en concluant que vos réponses montrent l'importance de la communauté qui est construite autour de IT Manufacturing, des échanges possibles, de ces modalités de coopération entre centres universitaires, centres de recherche, industriels, petits et grands. Et donc nous sommes en permanence désireux d'élargir cette communauté. Nous vous donc suggérons de venir nous voir, de la rejoindre, éventuellement de devenir membre de IT Manufacturing et de grossir la centaine de membres que nous avons, de la développer dans tous les secteurs de l'industrie. Nous avons, comme vous l'avez vu, des axes, donc évidemment dans la construction, les différentes, tout ce qui est aérospace, automotive, automobile, mais on est en train de travailler sur du biomanufacturing, on est en train de travailler sur plein d'autres aspects, donc tous les aspects de l'industrie et du manufacturing. Nous essayons de les coordonner, de les développer et d'enrichir cette communauté d'innovation et de savoir. Et n'hésitez pas donc à nous contacter, soit sur LinkedIn, soit directement. EIT Manufacturing a un stand qui est le W310B et nous vous attendons sur notre stand pour tout type de questions. Voilà, en vous remerciant.